Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super contents de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons nous interroger sur une des thématiques qui, pour le coup, nous semble assez intéressante dans la mesure où il est vrai que ce sujet est traité de manière assez tardive dans l'œuvre de J.K. Rowling. Les élèves qui ont la chance d'aller à Poudlard pendant cette année vont avoir l'occasion de se soumettre à de très nombreuses matières qui présentent toutes des caractéristiques très différentes. Certaines vont avoir une approche que nous pourrions qualifier de plus littéraire. D'autres seront beaucoup plus pratico-pratiques et certaines seront même également, pourquoi pas, un peu scientifiques sur les bords. Pour être assez honnête, toutes les matières ne permettent pas nécessairement d'accéder évidemment au même niveau de connaissances ou de compétences magiques. Certaines matières ont des implications particulièrement concrètes et auront un impact important sur la vie adulte, on va dire, de chaque jeune sorcier. D'autres matières sont un peu plus nébuleuses et n'auront pas forcément un impact quasiment au quotidien. On sait que la scolarité à Poudlard se construit tout d'abord autour d'un socle commun qui regroupe les principales matières permettant aux élèves de bénéficier, on va dire, d'un niveau minimal de compétences les préparant à affronter leur vie de jeunes adultes. Parmi ces matières, on trouve notamment la défense contre les forces du mal, les cours de potions, les cours d'enchantement, de botanique, de métamorphose ou encore, pourquoi pas, d'histoire de la magie. Toutes les matières n'ont pas nécessairement la même popularité, évidemment, c'est pareil dans le monde des moldus. Mais Poudlard est une école qui regroupe des centaines d'étudiants et qui, par nature, en fait, crée un petit peu le besoin, puisqu'il en faut pour tous les goûts et surtout à des âges où commencent naturellement à se créer des parcours de vie et des passions qui sont aussi diverses que variées. Certaines matières, par exemple, comme la défense contre les forces du mal ou encore la métamorphose, font partie des grandes matières dont les résultats, évidemment, peuvent paraître assez immédiatement comme étant les plus impressionnants et les plus utiles. D'autres matières sont nettement plus sensibles, comme ce fut le cas par exemple pour l'histoire de la magie, dont nous comprenons qu'elle ne représente pas un intérêt fondamental pour la très grande majorité des élèves, même si en réalité nous verrons bientôt qu'au contraire, cette matière est absolument fondamentale. En plus de ce socle commun à tous les élèves, on sait qu'au fur et à mesure des années, notamment en 3e puis en 6e année, les élèves doivent faire des choix entre différentes matières, qu'elles soient optionnelles ou non, comme l'arithmancie par exemple, ou l'étude des moldus, ou encore, pourquoi pas, la divination. Principalement en 3e année, les élèves peuvent donc commencer à faire des choix qui vont leur permettre d'explorer, ou tout du moins de débuter l'exploration d'autres matières qui nécessitent une maturité un petit peu plus importante que celle de jeunes enfants et qui doit permettre également de contribuer à construire un parcours d'orientation forcément pour leur avenir. Pour la 6e année, les choix sont un petit peu plus déterminants dans la mesure où c'est presque en fait un parcours de professionnalisation qui se met en place dans le cadre des aspics et qui permet aux élèves de rentrer vraiment dans une spécialisation destinée à la pratique d'un futur métier qui doit déjà être défini. Ceci n'empêchant pas, évidemment, de changer de carrière en cours de route, comme on a pu le voir pour de très nombreux élèves. D'ailleurs, il faut se rappeler que la scolarité à Poudlard n'est obligatoire que jusqu'à la 5e année. Au-delà, il n'existe pas d'obligation de passer ces aspics. Par exemple, on se souvient du cas de Norbert Dragono, qui effectivement n'a pas fait la 6e ou la 7e année à Poudlard, et on pourrait également citer les jumeaux Weasley. Bref, en tous les cas, il existe de très nombreuses matières à Poudlard dont l'énumération serait évidemment bien trop longue et bien trop fastidieuse pour être comptée dans cette vidéo, mais parmi ce catalogue particulièrement complet et divers, vous l'aurez compris, on notera cependant qu'il manque quand même un sujet du monde magique qui est pourtant étudié au moins dans une autre école de magie en Europe, et c'est le sujet de la magie noire. La magie noire n'est pas enseignée à Poudlard sous la direction d'Albus Dumbledore, et ceci dure a priori depuis déjà plusieurs siècles. Il s'agit d'une des différences majeure d'ailleurs avec l'Institut Durmstrang, où on sait que la magie noire fait partie intégrante du cursus scolaire. On sait d'ailleurs que les Malfoy avaient hésité à envoyer Draco et Malfoy à Durmstrang pour justement cette raison, chose qui ne s'est pas faite, car on sait que l'éloignement de l'école et la discipline qui y règne n'était pas nécessairement non plus tout à fait du goût de Narcissa Malfoy. Dans cette vidéo, nous avons voulu explorer les raisons pour lesquelles la magie noire n'a jamais fait l'objet d'un enseignement à Poudlard durant la période de Dumbledore en tant que directeur, tout en essayant de savoir si cette donnée fut valable ou au contraire invalidée à d'autres époques de Poudlard. Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur la définition qui est celle de la magie noire dans le monde magique de J.K. Rowling. Car trop souvent, on a des représentations un peu diverses et variées de la magie noire par l'intermédiaire de la culture populaire,
Et c'est encore plus le cas, on va dire, dans nos sociétés contemporaines où l'on constate une banalisation des fausses croyances en ces domaines. On peut notamment s'en rendre compte en jetant un œil dans une librairie pour se procurer des ouvrages parlant ouvertement de pseudo-rituels, de magie blanche, de magie noire, et qui ne sont que des inventions probablement maléfiques ou commerciales, on ne sait pas. Le fait est en tout cas que rien de bon ne peut sortir de ce genre d'ouvrage et de ce genre de pratique. Et J.K. Rowling donne au travers de toute son œuvre en réalité une route à suivre, celle du bien et celle évidemment de la lumière. Contrairement à d'autres sagas populaires, elle n'a pas voulu que les lignes soient floues entre un monde de lumière et celui des ténèbres. Sur ce point central de l'œuvre, il semble assez évident que nos personnages sont embarqués dans une lutte permanente contre le mal et ses représentants, et qu'à aucun moment, celui que l'on considère comme étant l'élu ne va réellement flancher. J.K. Rowling, dont l'œuvre, on le sait, est très inspirée du christianisme et notamment des évangiles, a toujours pris garde de mettre une barrière parfaitement étanche contre les tentations de la facilité, avec en garde-fou quasiment permanent, généralement, et vous l'aurez compris, Albus Dumbledore qui avait lui-même cédé à ses propres démons dans sa jeunesse. Préserver les enfants du mal et de tout ce qui est mauvais fait partie donc des engagements qui sont ceux de J.K. Rowling et donc forcément du directeur de Poudlard que l'on connaît en la personne d'Albus Dumbledore. Dans Harry Potter, J.K. Rowling d'ailleurs ne se limite absolument pas à la simple question de la magie noire dans une dynamique unique, mais elle parle également de ce que l'on nomme dans la version originale en fait les Dark Arts, dont une traduction assez maladroite en français donnerait globalement les arts sombres ou les arts obscurs. Quand Severus Rogue devient par exemple professeur de défense contre les forces du mal lors de la 6e année de scolarité d'Harry Potter à Poudlard, on sait que ce dernier va démontrer sa pleine et entière connaissance, vous vous en souvenez, du sujet. Il faut dire qu'il a eu largement le temps d'explorer, on va dire grossièrement, l'entièreté du sujet durant sa scolarité, puis durant ses années au service du Seigneur des Ténèbres et des Mange-Morts. Alors, Severus Rogue, c'est un intellectuel, c'est un sachant. C'est quelqu'un qui a passé littéralement toute sa scolarité, on le sait, à explorer à peu près tous les domaines de la magie qu'il était possible d'explorer depuis Poudlard. Un peu d'ailleurs comme l'a fait Lord Voldemort. Son enseignement apparaît donc comme étant quelque chose de tout à fait pertinent, justifié et même, en réalité, parfaitement légitime. Il faut bien lui reconnaître au moins cela. Selon lui, ces forces obscures prennent différentes formes et sont particulièrement variées dans la mesure où elles sont en perpétuelle évolution. Pour l'enseignant de défense contre les forces du mal, il pense que combattre ces obscures formes de magie, c'est comme en fait combattre un peu, vous savez, l'hydre de Lerne, ce personnage, ce monstre mythologique grec absolument improbable où chaque tête coupée finit par repousser, rendant de fait la capture et la mise à mort de la créature presque quasiment impossible, sauf si vous vous appelez Héraclès. Pour Severus Rogue, la nature a, on va dire, du mal à être définie. La nature du mal, c'est quelque chose qui est difficile à combattre, car en fait, elle est en perpétuelle mutation. Et d'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant en fait dans cette description, dans la mesure où l'on se rend bien compte qu'il existe tout de même certains points de questionnement autour de ce qu'est exactement la nature du mal. Là, en l'occurrence, aucune surprise dans la mesure où la réponse se trouve également dans l'approche qui est résolument chrétienne de l'œuvre de J.K. Rowling. On le sait, dans la religion chrétienne, le diable prend toujours de bien multiples visages pour détourner tout à chacun du bon chemin. C'est ce qu'on appelle les tentations, par exemple. De nombreuses tentations sont soumises par le diable pour tenter ceux qui le refusent ou qui le combattent. Certains vont céder, n'étant pas en capacité de voir derrière certains outils utilisés par le mal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autres assument beaucoup plus cette logique et décident d'embrasser, vous le savez, des chemins en toute conscience pour d'obscurs desseins. Et on ne peut pas décorréler la magie noire de la question du diable ou du mal, dans la mesure où ces concepts sont totalement en fait en interdépendance les uns des autres. Et c'est absolument fondamental de bien comprendre cela. Et qu'il est absolument nécessaire d'ailleurs de ne pas minimiser ou de banaliser le retour à ce type de magie. Pour entrer dans le vif du sujet, on comprend donc que la magie noire regroupe toutes les formes de magie qui permettent d'infliger des dégâts sur d'autres sorciers ou sur d'autres êtres humains. Bref, l'idée, globalement, c'est de causer des dégâts physiques, psychiques, aussi souvent irréversibles, et pour cela, tous les moyens sont généralement bons.
On sait que de très nombreux sorts existent, c'est aussi le cas par exemple des potions, ou encore même, pourquoi pas, de l'élevage de créatures qui sont démoniaques, comme les basiliques. Il est vraiment difficile de dater, en fait, quand on y réfléchit bien, l'apparition de la magie noire et le moment où cela a commencé à devenir compliqué à gérer pour les autorités du monde magique. Mais nous pouvons partir du principe, malheureusement, que, tout comme le mal, la magie noire existe en fait de tout temps et est presque consubstantielle à la création de l'homme et au péché originel quelque part. Alors, en vrai, cela fait assez sens. On sait d'ailleurs que Voldemort ne fut pas, très loin de là, le premier à recourir à des formes de magie extrêmement noires et néfastes. Par exemple, le mage noir, Écresdis, qui est à l'origine de ce que l'on connaît désormais comme étant la prison d'Azkaban, s'est livré à des expériences qualifiées comme tellement horribles qu'elles ne peuvent être décrites et furent effacées presque même de la mémoire commune. Salazar Serpentard, alors dans son style très particulier également, s'est livré à des actes, on le sait, d'une immense cruauté qui ont largement survécu à sa propre existence, comme nous avons pu le voir dans les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Les mages noirs ont donc existé de tout temps et ont souvent entraîné de très nombreux sorciers dans leur sillage, comme nous avons pu le voir avec le Seigneur des Ténèbres. Ce qui fait la popularité, si nous usons ce terme, du personnage de Voldemort, c'est parce qu'il est l'incarnation en réalité même du diable, de l'enfer. Ce n'est pas un personnage mi-figue, mi-raisin dont on ne sait pas si c'est un vrai antagoniste ou non. Voldemort est diabolique. Il a poussé toutes les limites de la magie noire au plus loin de ce qui était possible. Toutes les horreurs ont été totalement dépassées, notamment avec la création par exemple de nombreux Horcruxes ou encore la profanation de cadavres avec la création des Inferi ou encore le sort subi par cette pauvre Bathilda Tournesac. Alors, des Horcruxes, vous nous direz, avaient été produits avant que Voldemort ne le fasse lui-même, mais jamais dans une proportion que l'on pourrait qualifier presque d'industriel et surtout en profanant des objets à très forte intensité magique qui peuvent s'apparenter, là aussi, à des reliques d'un temps particulièrement lointain qui revêtaient donc une certaine forme, si ce n'est de sainteté, mais d'inviolabilité, en tous les cas, pour l'apport historique que ces reliques représentaient. On le sait, la magie noire est conçue donc pour atteindre les personnes qui en sont les victimes. Cependant, et Dumbledore le note à plusieurs reprises, recourir à de telles méthodes, et notamment à des sortilèges comme l'Avada Kedavra, abîme aussi nécessairement l'âme de manière irrémédiable de celui qui, évidemment, lance le sortilège. Raison pour laquelle il n'a jamais eu recours lui-même à ce type de sortilège, et c'est aussi la raison pour laquelle il ne souhaitait pas que Draco Malfoy soit contraint d'y recourir pour des raisons qui semblent assez évidentes dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, en tout cas à son encontre. Alors, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que toutes les personnes qui recourent à la magie noire ne se transforment pas automatiquement en démons. Là aussi, J.K. Rowling a bien pris en considération la possibilité d'une rédemption, soit par le pardon, soit par le sacrifice, ou encore par la renonciation assez pratique pour se tourner vers des méthodes plus conventionnelles. Dans la foi chrétienne, le pardon des péchés tient une place très importante, raison pour laquelle nous ne pouvons, par exemple, pas considérer que tous les mange-morts sont diaboliques, même si leurs actes, pour la majorité d'entre eux, ont une portée symbolique en la matière qu'on ne peut absolument pas mettre de côté et que, évidemment, on ne peut voir dans ces actes-là que le mal. Si la personne s'adonnant, par exemple, à ce type de pratique, poursuit dans cette voie de manière irrémédiable, comme c'est le cas, par exemple, d'une Bellatrix Lestrange qui se battra jusqu'à sa propre mort. Autant dire que là, dans ce cas précis, il n'y a absolument pas de salut possible. Dans les autres cas, comme celui des Malfoy, on peut considérer que si le reste de leur vie est consacré à la renonciation ainsi qu'au remords de cette période sombre de leur vie, un pardon ou une indulgence pourrait être accordé dans le monde magique. Alors, vous nous direz que, parfois, dans certaines situations, le sortilège le plus invincible, comme celui d'Avada Kedavra, peut être utilisé dans un but positif, comme lorsque Severus Rogue l'exécute à l'encontre d'Albus Dumbledore en lieu et place de Draco Malfoy. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a absolument aucune démarche positive dans cette logique, en dehors de permettre le salut de Draco Malfoy. Il ne faut pas oublier que le personnage de Rogue a été suridéalisé par l'adaptation cinématographique des romans de Harry Potter et que la relation qu'il entretient avec Albus Dumbledore n'est pas nécessairement ce que nous pourrions appeler une relation saine, dans la mesure où Dumbledore considère que les fautes et les péchés immenses commis par Severus Rogue durant la première guerre du monde des sorciers nécessitent, pour être pardonnés, une fidélité à toute épreuve.
Dumbledore exerce, on le sait, sur Severus Rogue, une forme d'emprise destinée à faire comprendre à Rogue que ses actes ont une portée gravissime et tellement grave que Dumbledore considère, et ce à juste titre, que l'âme de Severus Rogue est de toute façon atteinte suffisamment pour, entre guillemets, recourir à cette espèce de forme de sacrifice pour Draco Malfoy. N'oublions jamais les mots qui furent ceux de Albus Dumbledore à l'encontre de Severus Rogue quand ce dernier vient implorer Dumbledore de protéger Lily Potter sans tenir compte ni de son enfant ni même de son mari. Dumbledore, dans un très très rare accès de violence, fera part de son dégoût profond devant l'attitude abjecte de Severus Rogue. Cela ne veut pas dire qu'il ne porte pas, attention, une certaine forme d'estime à Rogue, bien évidemment, mais il estime à tout le moins que de toutes les manières, son comportement passé et ses fautes font que son âme est déjà bien entamée. Ceci dit, Dumbledore, il est vrai, lui offre, par ce geste, qui en revient à une forme de sacrifice, une certaine forme de rédemption. Mais c'est Dumbledore qui lui accorde, ce n'est pas Severus Rogue qui va la chercher lui-même. On pourrait partir aussi dans d'autres considérations éthiques sur l'utilisation des arts obscurs, notamment dans l'utilisation qui a pu en faire l'objet durant la première et la seconde guerre du monde des sorciers, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo, raison pour laquelle nous allons revenir, évidemment, nous recentrer un petit peu sur Poudlard. On comprend bien le positionnement qui est celui d'Albus Dumbledore, et donc la raison pour laquelle ce dernier, qui a une aversion totale pour tout ce qui se rapproche de la magie noire ou des arts obscurs, n'a pas souhaité proposer son étude à Poudlard. Seulement, Albus Dumbledore, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de Poudlard. Sans que l'on puisse se prononcer sur l'ensemble des directeurs et de l'histoire de l'école, faute de données suffisantes fournies par J.K. Rowling, nous pourrions quand même cependant considérer que la tradition de l'école, avec un grand T, si on ose ce terme, vis-à-vis des arts obscurs, n'est pas nécessairement particulièrement ouverte vis-à-vis de ce domaine de la magie, dans la mesure où l'on sait parfaitement que cette question s'est posée en d'autres termes relativement similaires au moment même de la fondation de l'école de sorcellerie britannique. On sait que de très nombreux désaccords subsistaient entre les fondateurs qui n'avaient pas du tout, on va le dire, les mêmes approches, ni en matière de sélection des élèves, ou même en matière de pédagogie. On sait notamment que Godric Gryffondor et Salazar Serpentard avaient de très nombreux points de désaccord, certains ont pu être mis de côté, les arts obscurs en faisaient vraisemblablement partie, mais la question de la sélection, pour le coup, n'était absolument pas réglée, ce qui occasionnera, on le sait, le départ de Salazar Serpentard, qui se débrouillera cependant pour mettre en œuvre un dessein bien funeste, que celui du basilic caché dans l'école pour agir évidemment le moment venu. Cet acte absolument abominable par son objectif est un acte de magie noire qui agit certes comme une bombe à retardement, mais cela montre parfaitement et démontre même totalement que Salazar Serpentard était un adepte plus que prononcé de la magie noire et qui avait donc une logique particulièrement différente de celle des trois autres fondateurs. Le retrait de Salazar Serpentard et le fait que l'école prenne un tournant tout à fait différent à ce qu'il imaginait, fut un temps, n'est pas non plus quelque chose que l'on peut considérer comme étant anodin. Et on sait d'ailleurs qu'au fur et à mesure des siècles et des générations, certains Gaunt, donc les descendants de Salazar Serpentard, ne reviendront jamais à Poudlard, les parents préférant généralement soit une éducation à la maison, afin de ne pas se retrouver dans une école dont l'enseignement n'est absolument pas conforme à l'héritage familial, soit enverront des enfants, mais qui iront généralement, on nous le présente pour, on va dire, sanctuariser presque l'héritage qui a été celui de Salazar Serpentard. Il faut tout de même noter que nous n'avons aucunement trace particulière que des descendants de Serpentard furent scolarisés à Durmstrang. Ceci constitue peut-être un angle mort dans le récit. Le fait est que, clairement, la magie noire ne semble pas du tout avoir droit de cité dans les murs de Poudlard. Certains enseignants, évidemment, ont pu se montrer peut-être un peu plus attentifs et un peu plus penchés sur le sujet que d'autres à l'apport de la magie noire dans le monde magique. On sait par exemple que le professeur Quirrell était littéralement obsédé par cette forme de magie, notamment dans le fait de la combattre et même de la surpasser, ce qui était quelque part un peu un péché d'orgueil. Mais aucun enseignant, à notre connaissance en tout cas, n'a jamais souhaité importer la magie noire dans les enseignements de l'école. Alors, bien évidemment, vous nous direz qu'il y a eu quelques incursions, notamment quand on évoque, par exemple, le personnage de Barty Croughton Jr., qui avait pris la place, vous vous en souvenez, du professeur Maugrey Folloyd dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, et qui avait usé notamment des sortilèges impardonnables, et même notamment sur des élèves. Il semble d'ailleurs assez étonnant, pour ne pas dire assez illogique, que Dumbledore ne se soit pas opposé de manière très ferme et extraordinairement définitive sur ce point, ou alors c'est hors du champ couvert par le roman. On sait simplement qu'il a été informé à son arrivée à Poudlard que certaines règles devaient faire l'objet d'un strict suivi, ce qui n'a pas toujours été le cas de manière assez évidente.
Pour ce qui relève des précédents directeurs, on sait que chacun d'entre eux ont pu avoir des visions assez différenciées de l'enseignement à Poudlard, mais même durant la direction de certains directeurs, dont les noms se retrouveront plus tard chez les Mange-Morts grâce à certaines descendances, comme ce fut le cas pour les Blacks, on sait qu'il n'y aura jamais eu une véritable ouverture en l'état de nos connaissances à l'enseignement de la magie noire à Poudlard. Cependant, nous allons tout de même prendre en considération le fait que nous savons quand même que la magie noire a été intégrée aux enseignements de Poudlard à au moins une reprise de façon un peu plus officielle. C'était, vous vous en souvenez, durant les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort, où Rogue, alors directeur, avait la responsabilité de l'école, qui était cependant étroitement surveillée, vous vous en souvenez, par les sinistres Carrows, qui n'hésitaient pas à enseigner et à recourir à la magie noire sur les élèves sans que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse leur être reproché. Il faut se rappeler évidemment que Voldemort contrôlait le ministère de la magie et que la Confédération internationale du monde des sorciers se désintéressait totalement de ce qu'il se passait en Grande-Bretagne. Donc la magie noire, effectivement, a bien été pendant un temps, on va dire, enseignée à Poudlard, même si ça aura été un temps très bref, il est vrai que cet enseignement aura eu lieu et aura laissé des traces. Alors aussi, une autre raison pour laquelle J.K. Rowling n'a jamais voulu, entre guillemets, que la magie noire ait droit de cité à l'intérieur de Poudlard, c'est aussi parce qu'elle a conçu Poudlard comme étant une forme de sanctuaire. Il faut bien se rappeler que Poudlard, c'est censé être une maison qui abrite des centaines d'élèves qui ont tous des situations personnelles qui sont différentes. Parfois, la majorité même des élèves viennent de familles qui sont très malheureusement dysfonctionnelles et qui doivent trouver à Poudlard une forme de sanctuaire. On ne va pas dire que Poudlard c'est le paradis puisqu'on sait que Poudlard est intrinsèquement occupé par des comportements relativement nocifs. On pourra notamment citer tout ce qui a trait au harcèlement scolaire où effectivement on a le sentiment qu'il n'y a absolument rien pour défendre les élèves qui en sont les victimes. Mais Poudlard demeure quand même un sanctuaire de la magie, un sanctuaire qui ne peut pas être profané. Et que tout acte, entre guillemets, de magie noire qui viendrait profaner Poudlard, évidemment, est un acte qui va être, entre guillemets, combattu. Et on le voit, par exemple, avec la bataille de Poudlard, quand l'Ordre du Phénix et quand l'armée de Dumbledore, ce qui reste de l'armée de Dumbledore, se mobilise contre les Mange-Morts et lors de la bataille de la Tour de l'Astronomie, et lors de la bataille de Poudlard, c'est évidemment, bien évidemment, pour justement illustrer ce combat et cette dualité qu'il y a entre le bien et le mal. Encore une fois, J.K. Rowling, là-dessus, elle a vraiment voulu faire de sa saga pas un truc où on se dit, un petit peu comme ça peut être le cas dans Twilight, c'est-à-dire on a des créatures qui sont démoniaques, mais bon ça va, globalement il y a quand même quelques vampires qui sont un peu gentils. Là on n'est pas du tout dans cette logique-là, c'est-à-dire que quand on vous dépeint le personnage de Lord Voldemort qui a recours à une magie noire extraordinairement prononcée et qui s'est entouré de gens aussi pervers que ça peut être le cas par exemple pour Bellatrix Lestrange ou pour Barty Croughton Jr., là on sait qu'on est vraiment face au mal incarné, qu'on est face à quelque chose d'absolument diabolique et que là encore une fois la rédemption, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. On a vraiment un méchant, on a vraiment un antagoniste, on n'a pas quelque chose qui vient se faire dire ah oui mais il y a peut-être une petite étincelle. Et il faut faire très attention d'ailleurs dans cette logique quand on nous dit ah bah oui mais si Rogue a agi comme ça et s'il s'est tourné vers le mal, c'est parce qu'il avait ses raisons de le faire et donc il faut comprendre. Alors évidemment que bien sûr, on peut retenir certaines circonstances atténuantes, y compris dans le parcours de Lord Voldemort. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dumbledore enseigne dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé à Harry toutes les raisons qui ont mené, entre guillemets, Tom Jedusor vers le personnage du Seigneur des Ténèbres. Mais il ne le fait pas, entre guillemets, dans une logique où Harry viendrait sauver l'âme ou serait pris d'une certaine forme de compassion pour Voldemort. Il le fait vraiment pour démontrer à Harry Potter les différences monumentales qui existent entre Voldemort et Harry à un moment donné où Harry Potter, pour toutes les raisons que l'on connaît, qui sont bonnes ou mauvaises, peut parfois être tenté de s'identifier au personnage de Voldemort, notamment après tous les événements qui se sont produits durant l'Ordre du Phénix. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voldemort, ce n'est pas quelqu'un qui a le droit à la rédemption. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut pardonner ses péchés, puisqu'il est l'incarnation même
entre guillemets, du diable. Alors, on ne va pas se lancer dans une logique, parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo, où on pourrait illustrer, entre guillemets, le combat donc, de l'élu contre le diable. Où évidemment, il y a cette dimension qui est, pour le coup, extraordinairement biblique, avec Harry Potter qui va refuser à plusieurs reprises les tentations de Voldemort. N'oublions pas que Voldemort a essayé de le tenter à plusieurs reprises et de diverses manières. À chaque fois, il aura refusé. Toutes les tentations qui ont été proposées à Harry Potter auront été refusées. Et là-dessus, on ne peut y voir évidemment qu'une analogie avec ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament, où le Christ, par exemple, refuse à plusieurs reprises les tentatives du diable pour le corrompre et continue évidemment le combat contre le mal et pour la rédemption des péchés. Là, en l'occurrence, Voldemort n'aura jamais eu cette partie-là. Il n'aura jamais eu gain de cause sur Harry Potter. Et ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose de très important. Alors que pourtant, Harry Potter en lui-même, avant qu'il ne meure sous les coups de Voldemort dans la bataille de Poudlard pendant le passage dans la forêt interdite, on sait très bien qu'il portait en lui-même une part de mal, et cette part de mal va disparaître par le sacrifice qu'il a consenti, et évidemment ce qui donnera lieu à son retour, qu'on peut appeler une forme de résurrection d'entre les morts, où effectivement il décide non pas de continuer le chemin, mais de revenir effectivement pour finir le combat contre le mal. Donc c'est vraiment très très important de bien comprendre que dans la logique de J.K. Rowling, la magie noire, ce n'est pas quelque chose qui peut être positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous présente souvent les choses de manière assez banale. On est dans une forme de banalisation complètement de tout ce qui de tout ce qui peut être lié à la magie noire, comme si c'était presque quelque chose d'assez normal, parce que au final, oui, c'est des choses qui se faisaient dans le temps, donc pourquoi pas. En réalité, tout ça, c'est des choses qui doivent être combattues. Il faut faire très très attention à ne pas se laisser avoir, y compris d'ailleurs par des mouvements qui parfois ont des emprises sectaires, et on le voyait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça sur certains groupes Facebook Harry Potter, où on avait carrément des gens qui proposaient un espèce de roleplay un peu bizarre à Poudlard, mais en fait pour rejoindre une église de la Trinité, de la nature, enfin un truc complètement tiré par les cheveux, mais au final qui était quand même quelque chose de très très néfaste. Donc vous l'aurez compris, la magie noire à Poudlard ce n'est pas possible, parce que 1, vous avez Dumbledore qui y veille, 2, Poudlard c'est un sanctuaire, et troisièmement, toute l'œuvre de J.K. Rowling, c'est cette notion de lutte contre le mal par le bien, et justement par le fait que si on veut entre guillemets laver ses péchés, il faut avoir recours effectivement à un certain nombre de choses, c'est-à-dire la rédemption, le sacrifice, ou encore le fait de changer radicalement sa vie et de faire des choix de vie, ce qui a été par exemple le cas d'Andromeda Tonks qui a dit non aux ténèbres, ce qui a été le cas de Lupin qui a dit non aux ténèbres, ce qui a été le cas de Sirius Black qui a dit non aux ténèbres. Enfin, on pourrait vous citer une liste entière de personnages qui ont fait ce choix, qui n'est pas toujours le choix de la facilité. Encore une fois, ça c'est vrai que Dumbledore insiste beaucoup dessus, mais il y a là-dedans beaucoup évidemment de justesse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous s'il y a certaines matières dont vous voudriez que nous vous parlions un petit peu plus en profondeur sur cette chaîne, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir la manière dont J.K. Rowling a vraiment conçu ces matières pour répondre à des très grands enjeux contemporains de notre époque, et c'est vraiment quelque chose de très malin et de très bien fait, tout en tirant entre guillemets ses sources et ses idées à la fois de toute l'histoire de notre civilisation judéo-chrétienne, mais aussi de l'histoire médiévale par exemple. On pense aussi notamment beaucoup aux bestiaires médiévaux. Enfin voilà, toutes ces inspirations-là sont absolument passionnantes à étudier, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies qu'on se penche sur certains sujets. On se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, et d'ici là évidemment n'hésitez pas à nous signaler toute petite idée ou tout sujet que vous voudriez que nous abordions dans les commentaires. On a plein de vidéos en cours de travail, et on espère vraiment que cette année 2025 marquera l'arrivée de très très belles vidéos et de plein de nouvelles informations bientôt sur la série. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.